السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم. Bienvenue à cette nouvelle émission de Bila Houdoud qui veut dire sans frontières. Au moment où Israël célébrait le 50e anniversaire de 5 juin 67, le monde a été surpris par la décision de l'Arabie saoudite, des Émirats et de Bahreïn de rompre ses relations et d'annoncer un blocus sur le Qatar. Et ce choc a dépassé la région et tout le monde. Avec l'adhésion de quelques pays à cette décision sous la pression de l'Arabie saoudite et des Émirats, d'autres ont refusé de se joindre à cette mascarade et ont demandé de lever le blocus. Dans cette émission, nous voulons comprendre ces conséquences de ce blocus qui est venu après l'accord entre l'Arabie saoudite et les États-Unis et qui a été estimé à 460 milliards de dollars. Et cette émission sera avec un des brillants penseurs de la politique stratégique extérieure française, le professeur Pascal Boniface, le fondateur et le directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, ERIS, et son siège à Paris. Et il vous présente, vous avez travaillé comme enseignant relations internationales à l'Institut européen de relations internationales Paris 8, de même que vous êtes directeur de la revue stratégique internationale depuis 1991. Le professeur Boniface a publié plus de 60 livres traitant des relations internationales, nucléaires, désarmement, sécurité européenne, politique internationale française, le sport dans les relations. Et puis, toutes ces publications ont été republiées et ont été traduites dans d'autres langues. Boniface, merci beaucoup. Bienvenue dans notre émission. Première question, quelles sont les raisons principales qui ont conduit l'Arabie saoudite, les Émirats et le Bahreïn contre le Qatar, de décider un blocus contre le Qatar? Monsieur Boniface, vous m'entendez? Oui. Alors la première question, quelles sont les raisons principales qui ont conduit l'Arabie saoudite, les Émirats et le Bahreïn à dicter un blocus contre le Qatar? Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons officielles qui ont été mises, celle d'accusation d'un soutien du Qatar au terrorisme en citant plusieurs organisations. Je pense qu'il faut voir en fait deux types de raisons, des raisons régionales et des raisons globales. Les raisons régionales, c'est finalement les relations compliquées existant depuis déjà assez longtemps entre l'Arabie saoudite et le Qatar, et la volonté de l'Arabie saoudite de voir le Qatar être moins indépendant par rapport à la politique que Riyad voudrait mener. Et donc cette rivalité est ancienne et elle s'est réveillée pour des raisons globales. Ces raisons globales, c'est la visite de Donald Trump, du président Trump, en Arabie saoudite. Ça a été le premier pays que le président Trump a visité, alors que d'habitude, un président américain réserve sa première visite une fois qu'il est élu, soit au Mexique, soit au Canada, les deux pays voisins des États-Unis. Mais là, le président Trump a voulu le faire en Arabie saoudite pour renouveler finalement un pacte existant entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, sachant que les Saoudiens étaient inquiets et étaient assez hostiles à Obama pour trois raisons. Ils pensaient que Barack Obama avait abandonné l'Arabie saoudite. Ils ont été extrêmement alarmés de voir que Barack Obama n'avait pas soutenu Moubarak quand il y a eu la révolution en Égypte. Et donc, ils se sont dit que si Obama ne soutient pas Moubarak, soutiendra-t-il d'autres régimes qui peuvent contester? Ils ont par ailleurs vu que les États-Unis devenaient de moins en moins dépendants du pétrole et du gaz du Golfe, puisque le pétrole et le gaz de schiste ont donné une nouvelle politique énergétique aux États-Unis.
Et puis, la troisième raison, c'était l'accord passé sur le nucléaire iranien qui a été signé le 14 juillet 2015, non pas seulement par les États-Unis, mais également par la France, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et l'Arabie saoudite vit l'Iran comme une menace et non pas comme un voisin. Et donc ces trois raisons ont mis une grande distance et une grande inquiétude dans les relations entre Riyad et Washington. Et quand Donald Trump a été élu, les Saoudiens ont été rassurés parce que Donald Trump a toujours dit son désaccord par rapport au deal nucléaire iranien. Et donc effectivement, il a fait sa première visite, il les a rassurés, ils ont passé des contrats nombreux, dont 110 milliards sur les contrats d'armement. Et donc peut-être que les Saoudiens se sont sentis plus confortés et ont voulu, à mon avis, en visant le Qatar, plutôt atteindre l'Iran. Et pour isoler l'Iran en faisant pression sur le Qatar, espérant que le Qatar, qui entretient des relations de bon voisinage avec l'Iran, eh bien, s'il était soumis à un blocus, céderait. Le problème, c'est que ça aggrave les tensions dans la région, que cette tension est déjà l'une des plus incertaines sur le plan stratégique, et que nul n'a intérêt, personne, dans le monde entier, non seulement les pays de la région, mais également dans le monde entier, à cette montée des tensions parce que un dérapage pourrait survenir et tout le monde en serait victime. Il n'y aurait pas de vainqueur, il n'y aurait que des vaincus. Est-ce que le soutien de Qatar au terrorisme, est-ce que c'était une raison, mais les raisons principales, c'est la suite de la chaîne Al Jazeera et la distinction de Qatar dans beaucoup de domaines économiques, commerciaux. Et puis, Qatar va organiser la Coupe du Monde 2022. Et puis, le soutien de Qatar au mouvement des printemps arabes. Est-ce que c'est ça les raisons principales et le soutien au terrorisme, c'est qu'un alibi? Alors, ce sont, oui, dans l'opposition qu'il y a entre le Qatar et l'Arabie saoudite, toutes ces raisons d'appréciation politique comptent. Effectivement, l'accusation de soutien au terrorisme, elle est souvent utilisée pour disqualifier un rival. Le terrorisme existe, mais tous les mouvements ne sont pas terroristes. C'est vrai que pour l'Union européenne, pour les Occidentaux, pour Israël, le Hamas est un mouvement terroriste, mais ce n'est pas vrai dans d'autres pays. L'Iran n'est pas un pays qui soutient le terrorisme. L'Iran, d'ailleurs, a été victime du terrorisme récemment. Mais effectivement, le Qatar a pris une importance très forte sur la scène internationale et n'est plus un petit pays qui se de l'Arabie saoudite. Ensuite, la chaîne Al Jazeera a joué un rôle important dans ce qu'on appelait le printemps arabe, qui a inquiété certaines capitales. Et le changement de régime en Égypte est venu également. Le Qatar a soutenu les frères musulmans. Al Jazeera a couvert de façon empathique la première révolution de 2011. Et avec le général Al-Sisi au pouvoir, il y a eu un éloignement, bien sûr, parce que le général Sisi a renversé le régime des frères musulmans. Et donc le soutien du Qatar au mouvement des frères musulmans, au soutien au parti Ennahda en Tunisie, a été très mal jugé par les Saoudiens. Quant à la Coupe du Monde, à mon sens, elle n'est pas du tout remise en question, parce que la FIFA ne va pas retirer la Coupe du Monde au Qatar. Et ce n'est pas parce que 5 ou 6 pays de la région, fussent-ils voisins, ont coupé leurs relations avec le Qatar que la Coupe du Monde n'aura pas lieu. D'ailleurs, d'ici 2022, beaucoup de choses peuvent arriver. Il y a certainement des pays qui vont faire des médiations, parce que, une fois encore, ce blocus ne fait les affaires de personne, tout le monde sera perdant. Les embargos de ce type ne réussissent généralement pas. Et donc, d'ici 2022, beaucoup de choses peuvent se passer, mais la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Et si des pays voisins du Qatar ne voulaient pas participer à cette Coupe du Monde, ils seraient mis au banc de la FIFA et donc ils ne pourront pas le faire. Comment vous expliquez l'échec de l'Arabie saoudite, de Bahreïn et des Émirats de faire adhésion contre le Qatar? Et ceux qui l'ont suivi, c'est quelques petites îles isolées
et quelques États pauvres qui vivent sur les aides de l'Arabie saoudite. Oui, alors disons que Bahreïn est dans une situation où le régime a été contesté, il est beaucoup aidé par l'Arabie saoudite, donc le régime de Bahreïn n'a pas grand-chose à refuser à l'Arabie saoudite aujourd'hui. C'est différent des Émirats arabes unis qui ont un autre agenda, qui n'est pas tout à fait dépendant, mais qui est une sorte effectivement de rivalité régionale avec le voisin du Qatar et sur de nombreux points. Mais il faut, je pense, distinguer ces deux pays. Mais le mouvement a été initié par l'Arabie saoudite et il a été déclenché peu de temps après la visite de Donald Trump. Ce qui alarme d'ailleurs certaines personnes aux États-Unis, parce que des Américains pensent que Trump a eu tort d'approuver l'embargo et surtout il a eu tort de donner des gages, à donner le sentiment que ça pouvait avoir son soutien, puisque le Qatar héberge une base américaine, le Qatar a des liens avec les États-Unis. Et finalement, disons que la politique actuelle pourrait, au final, rapprocher encore plus le Qatar de l'Iran, parce que s'il y a un blocus aérien, les avions passeront par ailleurs. Mais tous les pays ne suivent pas ce blocus, puisque le Koweït et Oman dans la région ont refusé, la Turquie non plus, et le Maroc vient de faire des déclarations favorables au Qatar. Ce qui est, vu d'Europe et vu de France, un peu dramatique, c'est que le monde arabe appelle sans cesse à l'unité, il y a sans cesse des appels à l'unité du monde arabe, mais on voit là de nouveau une profonde fracture dans le monde arabe, et y compris dans le Golfe, où normalement il devrait y avoir plus de solidarité, et faire que, même s'il peut y avoir des avis politiques qui divergent, il n'y ait pas ce sentiment d'antagonisme qu'il y a en ce moment entre les pays. Vous avez parlé du rôle de l'Émirat. Quel est ce rôle des Émirats et quelle est l'ambition des Émirats, surtout l'intervention de Mohammed Ben Zayed en Afghanistan, au Somalie, au Yémen, en Libye, en Afrique? Quelles sont les ambitions de Mohammed Ben Zayed et ses relations avec... Je vois moins bien cela. Je vois bien le rôle de l'Arabie saoudite. Bon, les Émirats ont effectivement exprimé le même sens. Il y a certainement une rivalité entre le Qatar et les Émirats, mais cette rivalité pourrait s'exprimer par d'autres moyens que par le blocus. Elle pourrait être une rivalité saine pour avoir plus de progrès. C'est vrai que il y a des compagnies aériennes qui sont concurrentes. Doha et Dubaï peuvent être des hubs concurrents. Mais ceci ne mérite pas néanmoins d'avoir une telle hostilité, parce que les Émirats arabes unis souffriront également. Je vois par exemple les pays européens ont déclaré un blocus, des sanctions, pas un blocus, mais des sanctions économiques contre la Russie. Ces sanctions pénalisent la Russie, mais elles pénalisent également les pays européens. Donc, je veux dire, à long terme, aucun pays de la région n'a intérêt à la poursuite de cette situation. Et il est vraiment, je crois, temps que des pays fassent œuvre de médiation entre les pays qui ont décidé de blocus et le Qatar, ou les pays qui, eux, n'ont pas décidé de blocus, pour sortir de cette impasse. Est-ce que vous pensez, beaucoup de rapports parlent que Mohammed Ben Zayed, celui qui a influencé Mohammed Ben Salman, qui détient le pouvoir en Arabie saoudite actuellement, et c'est le roi Mohammed Salman, il les a poussés que l'Arabie saoudite soit tête de liste pour ce boycott. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? La question, beaucoup de rapports disent que Mohammed Ben Zayed, celui influencé Mohammed Ben Salman, il a orienté vers cette histoire de blocus. Je ne suis pas dans le secret moi je suis un observateur, je ne suis pas dans le secret du processus de décision saoudien, donc je ne sais pas qui a pris cette décision. Je constate la décision et ses effets négatifs. Mais sur le processus même interne, dans le royaume d'Arabie saoudite, les gens
qui ont des opinions, mais est-ce qu'ils sont vraiment au courant de ce qui se passe dans le secret des délibérations? Moi, je peux constater cette décision, je peux analyser les raisons qui ont pu mener à cette décision, mais qui a décidé cela et quels sont les rapports de force internes? D'une part, je crois que ça n'a pas tellement d'importance, parce que ce qui compte, c'est la décision et donc et les effets de cette décision. Est-ce que vous pensez que cette décision a été prise en arrangement de pouvoir à Mohammed Ben Salman et l'éloignement de Mohammed Ben Zayed, le frère de Khalifa Ben Zayed, qui est loin de l'actualité depuis des années et qui veut être président des États-Unis? Est-ce que le blocus a des arrangements dans ce sens? Je n'en ai absolument aucune idée et je crois que ceux qui font ce type d'analyse font des conjonctures sur des éléments qu'ils ne maîtrisent pas forcément parce qu'ils n'ont pas eu de confidence directe des acteurs. Donc c'est toujours peut-être un jeu pour certains d'élaborer des théories comme cela, mais je crois qu'il faut plutôt s'en tenir au fait. Et le fait, c'est qu'il y a pour l'instant un blocus et que ce blocus pourrait générer des effets négatifs dans la région s'il durait trop longtemps. Le ministre français a mis en garde contre une guerre, dans la région. Est-ce que le scénario est toujours possible, d'actualité? C'est pas le scénario principal, fort heureusement, mais les différents responsables sont obligés de prendre en compte que quand il y a une telle tension, il y a parfois des conflits qui se déclenchent par accident, parce qu'il y a une mauvaise interprétation et qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui se met en œuvre, une escalade, un incident à la frontière peut dégénérer. Et donc c'est pour cela qu'il est vraiment extrêmement urgent de revenir à une situation de plus grande stabilité, parce que le monde arabe est profondément en crise. Le monde arabe il y a une guerre civile en Syrie, l'Irak est traumatisé par les attentats, la Libye n'est pas du tout pacifiée, loin de là. Et donc on voit bien que malheureusement, trop de pays arabes vivent une période de conflit interne, pour ne pas parler de la situation au Yémen par exemple. Donc un conflit supplémentaire entre deux pays serait bien sûr catastrophique pour ces deux pays, mais pour le monde entier. On a du mal à sortir de la crise économique de 2008. Un conflit entre l'Arabie saoudite et le Qatar aurait des répercussions terribles pour ces deux pays, mais aurait des répercussions terribles pour le monde entier. Donc il est de l'intérêt du monde entier de faire baisser les tensions. Il est l'intérêt du monde entier de revenir à des relations apaisées entre les différents pays. S'il y a des différends, on les met sur la table et on les règle par des moyens politiques, pas par des moyens, disons, de puissance dure, comme le blocus, qui est une arme finalement d'une période historique passée et qui peut générer, une fois encore, des effets extrêmement négatifs. Il le fait déjà immédiatement, mais ça peut s'aggraver. Le monde arabe a besoin d'unité et le monde arabe a besoin de paix. Il n'a pas besoin de conflits supplémentaires. Et encore moins des divisions importantes que l'on voit aujourd'hui. Quelle est votre explication sur l'attaque subie Qatar dans la presse française depuis longtemps, au moment où les Émirats n'est épargné de ces attaques, malgré que les Émirats investissent plus que le Qatar en France? Quel est le secret de ces attaques? C'est un vrai sujet de réflexion. Oui. Il y a plusieurs éléments qui se superposent dans cela. Disons que il y a un fond raciste dans une partie des Français, mais pas la majorité, mais la minorité. Mais surtout, c'est que le Qatar, pour beaucoup, a été finalement une énigme. Parce que le Qatar est un pays qui a acquis une très grande visibilité en très peu de temps. Les progrès qu'a fait le Qatar sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan d'Al Jazeera, fait que le Qatar est extrêmement visible. Et quand vous êtes visible, vous êtes plus attaqué que si vous n'êtes pas visible. D'un certain côté, la visibilité du Qatar le protège. Parce que il sera plus difficile de s'attaquer au Qatar que si personne ne connaît
Qatar. Le rachat du Paris Saint-Germain, les investissements du Qatar sont des investissements qui sont très visibles en France. Donc ça lui donne cette visibilité qui est importante pour son soutien, mais il y a aussi parfois des critiques parce que les Émirats sont moins visibles en France que ne l'est le Qatar. Le Paris Saint-Germain, avant l'achat du Paris Saint-Germain par le Qatar, seuls les spécialistes de l'énergie ou de la géopolitique connaissaient le Qatar en France. Maintenant, tout le monde connaît le Qatar. Quand le Qatar a obtenu la Coupe du Monde, tout le monde a parlé du Qatar. Donc ça a créé de la curiosité sur le pays et une partie seulement de cette curiosité peut s'exprimer de façon négative. Mais en même temps, c'était un élément, je dirais, passager, enfin un peu de cette époque-là. Et il faut que le Qatar explique sa politique et communique sur ce qu'il fait. Parce que il n'y a pas de raison. Certains ont dit que le Qatar achetait la France. Non, le Qatar achète en France et lorsque le Qatar investit en France, c'est une bonne chose pour la France. Lorsque le Qatar achète des Airbus, c'est une bonne chose pour la France. Donc les bonnes relations entre la France et le Qatar sont dans l'intérêt réciproque et du Qatar et de la France. Mais en fait, comme le Qatar est un petit pays très visible, cela a créé des réactions tout à fait excessives dans une partie de la presse, pas dans toute la presse, mais dans une partie de la presse qui a conduit effectivement au Qatar bashing par certains moments. Quelle est votre explication de cette confusion dans la position américaine entre son administration et Trump et ses deux ministres des Affaires étrangères et ministre de la Défense? Cette confusion entre les deux. C'est que malheureusement on observe cela sur plusieurs dossiers et que le président Trump est quelqu'un qui est vraiment imprévisible. Et il y a effectivement, on a vu, nous on a été très marqués par la dénonciation de l'accord de Paris sur le climat qui a surpris tout le monde, qui n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Mais on voit que Trump veut avant tout communiquer, faire des coups d'éclat, et donc on dénonce les accords de Paris, on dit qu'on va construire un mur, on soutient le blocus contre le Qatar, on essaie de faire un muslim ban qui ne fonctionne pas. Il y a aussi le fait que sur de nombreux points, Trump, qui a beaucoup promis pendant la campagne électorale, est en situation d'échec. La réforme du système de santé, ce qu'on appelle l'Obamacare, a été bloquée au Congrès. Son interdiction d'entrée sur le territoire de visa de plusieurs ressortissants de pays musulmans a été bloquée par la justice. Donc il cherche un peu à reprendre la main et en disant qu'il soutient l'embargo, le blocus sur le Qatar, il peut essayer de se faire remarquer de façon spectaculaire. De même lorsqu'il dit qu'il dénonce l'accord de Paris. Mais en même temps, autour de lui, il y a des gens qui voient un peu plus à long terme ce qu'on appelle l'État profond américain, le Pentagone, le département d'État, les ministres, et donc qui n'ont pas le même avis, mais c'est lui le président. Et donc après, il faut le reconvaincre de changer d'avis. Peut-être que les États-Unis pourraient faire une médiation entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les Européens pourraient le faire aussi. La France pourrait également tenter cela, puisque la France a des bonnes relations et a une bonne image dans le monde arabe. Mais en tous les cas, il faut quand deux pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite ont des relations aussi mauvaises, il faut une médiation extérieure. Le secrétaire général de l'ONU pourrait également, M. Guterres, qui est un homme actif, pourrait, au nom des Nations Unies, également entreprendre une action de médiation pour que la situation ne dégénère pas et qu'on revienne à une situation plus normale. Et finalement, c'est un peu le rôle des Nations Unies, d'éviter les conflits, d'éviter, d'assurer le maintien de la paix, d'assurer également le développement économique. Et s'il y avait un conflit, le développement économique de la région serait détruit pour des années et des années. Est-ce que vous croyez que l'Arabie Saoudite a acheté la position de Trump après l'accord de 460 milliards de dollars? En tous les cas, ils se sont rapprochés de lui. Disons que Trump avait envie de cela. Trump a un point commun avec l'Arabie Saoudite, c'est la vision de l'Iran comme une menace pour la région. On peut faire des reproches à l'Iran, mais l'accord qui a été signé en juillet 2015 est un accord qui empêche l'Iran d'avoir l'arme nucléaire et qui évite une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc c'est quand même un accord qui a été salué. C'est l'intérêt de tous que l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire.
Et donc cet accord le permet. En fait, effectivement, le soutien de l'Iran à Bachar el-Assad est problématique. Sans ce soutien-là, Bachar el-Assad ne serait plus au pouvoir et la guerre civile syrienne serait terminée. Mais il faut peut-être négocier avec eux pour sortir de cela et non pas ne pas avoir du tout de contact. Je ne dis pas que la politique iranienne est bien sur tout rapport. Ils commettent des choses qui sont difficiles à accepter, mais voilà, la solution diplomatique est toujours la moins mauvaise par rapport aux solutions de force. Le scandale de fuite de courrier électronique de l'ambassadeur Imarati à Washington a démontré que tout le monde peut être acheté, des journalistes, des gens du Congrès, etc. Cette réalité aux États-Unis, est-ce qu'il a un rôle dans la crise qui se joue maintenant, que tout aux États-Unis peut être vendu, peut être acheté? Oh, il faudrait peut-être pas aller jusque-là. Disons qu'évidemment, l'argent occupe une place importante dans la vie politique américaine. Les campagnes électorales coûtent cher. Mais tout ne s'achète pas. Et puis, bon, il y a des gens qui peuvent se tromper, mais qui peuvent se tromper sincèrement, sans être achetés. Le problème, c'est que depuis 1979, l'Iran a une image détestable aux États-Unis. Et donc, les Américains ont du mal à accepter. Il y a une partie de l'opinion américaine qui a du mal à accepter l'accord sur le nucléaire iranien. Ces gens-là ne sont pas achetés. Ils sont dans une sorte, de conviction profonde que l'Iran a fait du tort aux États-Unis, qu'il ne faut pas pardonner, etc. Donc, bien sûr, parfois des gens prennent des positions en étant achetés, mais ce n'est pas, à mon avis, le facteur principal d'explication. C'est qu'il y a aussi des positionnements politiques qui existent et il y a aussi des gens qui préfèrent les politiques de force aux politiques de diplomatie. Or, pourtant, on a vu en Irak en 2003, on a vu en Libye en 2011 que les politiques de force conduisaient à l'échec et coûtaient très cher, et que ces deux interventions militaires ont bien plus développé le terrorisme qu'elles ne l'ont combattu. Je veux maintenant, on achète avec de l'argent pour faire pression sur le Qatar, ce qui s'est passé avec l'ancien ministre de la Défense américain. Vous pouvez répéter la question plus précisément ? Les Émirats ont acheté des responsables américains, comme c'est venu dans les fuites de l'ambassadeur Imarati à Washington, des journalistes, des gens du Congrès, etc. Vous savez, je crois qu'il faut aussi se méfier de ce type d'interprétation, parce qu'on dit aussi que le Qatar achète des élus, etc. Il faut voir les problèmes politiques, mais ne pas toujours penser que quelqu'un se décide en ayant été acheté. Je ne connais pas l'objet de ces rumeurs, mais il faut quand même distinguer les rumeurs et l'information plus fondée qui a été démontrée. Il y a des juridictions américaines qui sont en train de faire des enquêtes. Ce n'est pas des secrets maintenant. C'est Washington Post qui a publié ça. Vous voulez être neutre, mais il faut... Si les tribunaux... Non, je veux être indépendant. Je ne veux pas être neutre. J'ai mes opinions. Si elles ne vous satisfont pas, j'en suis désolé. Mais moi, je dis ce que je pense. Peut-être que je ne pense pas comme vous. Mais si vous voulez que je dise ce que je pense, il fallait inviter quelqu'un d'autre que moi. Donc permettez-moi d'avoir mon opinion et permettez-moi de dire qu'en France comme ailleurs, tant qu'il y a des rumeurs, on n'y prête pas trop attention. Quand la justice a tranché, là, la justice a prouvé. Si la justice prouve quelque chose, ça sera bien sûr différent. Mais excusez-moi d'avoir une opinion qui n'est peut-être pas tout à fait la vôtre tout le temps. Est-ce que vous niez ce qu'a publié des dizaines de publications françaises, corruption de la classe politique française? Il y a de l'argent donné à d'autres, un candidat. Parmi tant d'autres, un candidat. Est-ce que vous croyez que c'est des rumeurs? Mais soyez plus précis. Qui visez-vous directement? Quelle personnalité mettez-vous en cause?
candidat à l'élection présidentielle, ancien du mouvement populaire. Dites son nom, parce que... Mais dites son nom. Je ne peux pas répondre si vous ne dites pas écrit sur la personne que vous visez. Je vais vous dire son nom. Mais quelle est votre explication? La facilité. Explication de quoi, monsieur? Il est en train de poser la question. L'accord signé entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, en armement notamment, a fait que Trump et son administration veulent d'autres accords avec le Qatar, et cette confusion dans la politique américaine, et c'est un peu, ils veulent avoir du Qatar des dollars. Est-ce que cette confusion dans la position américaine, est-ce que c'est un peu cette confusion? Je ne sais pas si je comprends tout à fait bien votre question, mais que les Américains essaient de tenir des contrats avec le Qatar, c'est le cas, enfin je veux dire, c'est la vie commerciale. Ensuite, normalement, on ne fait pas de menaces pour avoir les contrats. On a des bons produits, on a des accords. Et donc, effectivement, s'il y avait un chantage de ce type, ça ne serait pas admissible. Mais pour l'instant, les contrats ont été signés avec les Saoudiens. Et une fois encore, je vous l'ai dit au début, effectivement, on peut penser que la visite de Donald Trump et l'ampleur qui ont été signés ne sont pas pour rien dans la position qu'a pris l'Arabie saoudite. Le candidat, c'est François Fillon. Voilà, c'est son nom. Il parle de François Fillon. Non, mais là, vous confondez deux choses. Il y a eu, effectivement, Monsieur Fillon a été accusé d'emploi fictif pour son épouse, mais non pas d'être payé par l'étranger. C'est tout à fait différent. Et à ce jour, il n'a pas été condamné par la justice. Il y a eu des cas de corruption en France, hein, je ne dis pas le contraire. Il y a des parlementaires qui ont été corrompus. Il faut que la justice passe, et certains ont été condamnés. Quel est le sort de la liste des terroristes qu'a annoncé l'Arabie saoudite au moment où les Nations unies ont dit que c'est elle habilitée à dire que c'est terroriste et non terroriste? On voit bien que dans cette liste qu'elle a dressée, c'est tout à fait contestable parce que, notamment les frères musulmans, on peut être d'accord ou non avec l'idéologie des frères musulmans, mais les frères musulmans ont tenté de conquérir le pouvoir par la voie politique. Ils l'ont réussi et ils ont été renversés par un coup d'État. Donc ils ne recourent pas au terrorisme, c'est faux. Le parti, d'ailleurs, un parti qui est plus ou moins lié, le parti Ennahda en Tunisie, n'est pas lié au terrorisme. Lorsqu'ils ont perdu les élections, ils ont accepté leur défaite électorale. Donc on voit bien que dans cette liste où il y avait un peu tout et n'importe quoi, les Saoudiens ont mis un peu tous les différents mouvements avec lesquels le Qatar pouvait avoir un lien pour mieux accuser le Qatar. Mais cette liste n'est pas une liste, je veux dire, en termes de définition du terrorisme, ce n'est pas une liste exacte. C'est une liste qui est faite comme un moyen d'accuser le Qatar, et de nombreux pays ne sont pas du tout d'accord avec cette liste. Quelles sont les conséquences du boycott du Qatar sur les pays européens? Pour l'instant, il n'y en a pas directement, sauf une inquiétude par rapport à ce qui peut se passer. Il est toujours extrêmement inquiétant quand on voit des pays avec lesquels on a de bonnes relations, des liens assez forts, que les tensions montent et surtout qu'une guerre pourrait dégénérer. Et je pense qu'il y a une sorte de tentative, effectivement, de faire plier le Qatar, de lui imposer un agenda politique. Ce n'est pas une bonne façon de résoudre les problèmes politiques. Et s'il y avait des difficultés économiques dans la région, tout le monde en serait affecté, les pays européens également. Donc les pays européens ont un intérêt objectif à ce que ces tensions cessent et à ce que le blocus prenne fin dans le plus tôt possible. Quelles sont les alliances politiques possibles, nouvelles, qui peuvent se traduire après
après que le Conseil du Golfe maintenant est divisé maintenant, l'Iran comme spectateur est en train de voir ce qui se passe. La Turquie a activé ses relations militaires avec le Qatar. Est-ce que ça va conduire à des nouvelles alliances politiques dans la région? Effectivement, la question que vous posez est centrale, c'est qu'on voit une nouvelle configuration avec un éventuel, il est encore trop tôt pour le définir, mais on peut l'envisager déjà, un éventuel rapprochement entre la Turquie, l'Iran, le Qatar, ce qui montre d'ailleurs que la division n'est pas entre chiites et sunnites, comme on l'entend souvent. Ce sont des divisions politiques, et non pas entre chiites et sunnites. C'est une autre affaire, cela. Mais si tel était le cas, s'il y avait ce rapprochement entre l'Iran, la Turquie et le Qatar, et pourquoi pas Oman, Koweït, je ne sais pas, eh bien l'Arabie saoudite aurait réalisé exactement ce qu'elle veut combattre. C'est-à-dire que c'est elle qui aurait poussé dans les bras de l'Iran le Qatar. Parce que peut faire le Qatar si cette situation déplorable durait très longtemps? Le Qatar ne va pas attendre sans rien faire, ne va pas dépérir, ne va pas... Et on peut penser que le Qatar ne va pas non plus plier à toutes les injonctions de l'Arabie saoudite en disant « j'arrête la politique que je mène et je fais la politique que veut que je mène Riyad ». Ces deux options me paraissent difficiles. Donc si le Qatar a une alliance de substitution et que l'Iran pourrait être ravi de donner, eh bien peut-être que cela pourrait être envisageable. Et on voit bien que là, ça serait une nouvelle augmentation des tensions dans la région, ça serait une internationalisation majeure du conflit, donc, et ça serait contraire aux intérêts des pays du Conseil de coopération du Golfe. Et donc, il faudrait que cette affaire, cette division entre les pays du Golfe, entre des pays qui ont néanmoins beaucoup de points communs, soit résolue, parce que sinon, une fois encore, le piège serait que l'Arabie saoudite contribue face de ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatoires, des self-fulfilling prophecies, et que dénonçant des liens entre l'Iran et le Qatar, sa politique ne contribue qu'à renforcer les liens qu'elle dénonce par ailleurs. Est-ce que Qatar va faire face jusqu'au bout et conserver sa politique indépendante, ou est-ce qu'elle va plier à certaines pressions ou à changer quelques orientations? Vous êtes mieux placé que moi pour répondre à cette question et j'aurais presque envie de vous la poser à mon tour. Mais quel scénario peut-on envisager? Je vois mal, je peux me tromper, mais je vois mal le Qatar renoncer à son indépendance, renoncer à ce qu'il a fait, à ce qu'il a construit depuis des années. Ensuite, il peut y avoir, s'il y a des malentendus entre le Qatar et l'Arabie saoudite, ils peuvent être posés sur la table pour être éclaircis. Mais si je devais faire un pari, je vois mal le Qatar changer totalement de politique. Après, toute politique peut évoluer. Mais il me paraît, en tous les cas, pas peu probable que le Qatar change complètement de politique, et parce que ça serait perdre son indépendance, finalement. À quel point... Or, justement, ce qu'a fait le Qatar depuis... Pardon, je voulais terminer ma réponse, excusez-moi. Excusez-moi, je termine la réponse. Justement, ce qu'a fait le Qatar depuis 15-20 ans, c'est d'être actif pour exister sur la scène internationale, pour se protéger aussi des jalousies de ses voisins. Donc, on voit mal le Qatar, au moment où il est menacé, faire l'inverse. J'ai beaucoup été interrogé en France sur le fait de savoir si le Qatar allait arrêter ses investissements dans le sport, Paris Saint-Germain, la Coupe du Monde, du fait de ces menaces. Mais le Qatar a fait ses investissements pour être connu du monde entier. Et donc, c'est pas au moment où il est menacé qu'il va aller à l'inverse, parce qu'il a fait ça pour se protéger, justement. Où est-ce qu'elle a posé Qatar sur un plan international, cette crise? Comment elle l'a mis au devant de la scène? Le Qatar existe de plusieurs manières, de par sa diplomatie. Le Qatar a été, je pense par exemple à la guerre du Soudan, de nombreuses fois le Qatar a servi d'intermédiaire.
la libération des infirmières bulgares, etc. De nombreuses fois, le Qatar a servi de moyen de négociation entre différents protagonistes. Et puis le Qatar a beaucoup existé grâce à votre chaîne Al Jazeera, qui a été, disons, la première alternative d'information internationale à CNN. C'est extrêmement important. Avant Al Jazeera, il n'y avait qu'une source d'information réellement internationale, c'était une source américaine. Maintenant, la France a un peu copié Al Jazeera en faisant France 24 et de nombreuses autres chaînes sont donc c'est sur le plan télévisuel, c'est plus multipolaire qu'auparavant. Et Al Jazeera a joué un rôle majeur qui a été beaucoup remarqué. Et puis le Qatar a, et pour moi qui suis cela de près, puisque j'ai développé le concept de géopolitique du sport, et c'est pour cela que je m'intéresse de près au Qatar, le Qatar a misé sur la diplomatie sportive en organisant des événements, le Tour de Qatar cycliste, le tournoi de tennis, les mondiaux de handball récemment, la Coupe du Monde, les Jeux asiatiques, la Coupe du Monde en 2022, c'est extrêmement important, parce que le sport c'est visible par tout le monde, même ceux qui ne font pas de politique connaissent le sport. Donc, et puis, il y a également les investissements, effectivement, du Qatar à l'étranger, en France et ailleurs. Donc, tout ceci fait que, aujourd'hui, le Qatar est beaucoup plus visible internationalement qu'il ne l'était il y a 20 ans. Vous êtes un expert football. En plus de la politique, il y a beaucoup d'entreprises imaraties et saoudiennes qui travaillent sur le projet de Coupe du Monde 2022 sans faire un retrait. Mais le Qatar a signé d'autres contrats pour remplacer d'autres firmes qui ont annoncé le retrait. Est-ce que ça peut avoir une influence sur la réalisation de la Coupe du Monde 2022? Non, d'une part parce que le Qatar est en avance, même sur le calendrier. Donc même si certains travaux prenaient du retard, ce n'est pas grave vu que le Brésil en 2014 et l'Afrique du Sud en 2010 étaient bien loin de la préparation du Qatar aujourd'hui. C'est dans 5 ans, Et on peut penser, je ne crois pas par exemple que l'Arabie Saoudite refusera de faire les qualifications pour aller jouer au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 parce que voilà, je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai appris que les maillots du Barça étaient interdits parce que le Qatar est sponsor maillot. C'est quand même ridicule, c'est dramatique et donc voilà, je veux dire justement, on voit bien que l'investissement du Qatar dans le sport était un investissement pertinent à viser parce que personne ne peut l'ignorer. Et la Coupe du Monde 2022 est un élément fédérateur. Même si les entreprises saoudiennes se privent de contrats aujourd'hui, la Coupe du Monde, elles reviendront peut-être bientôt. Et en tous les cas, la Coupe du Monde 2022 aura lieu. Elle aura lieu au Qatar. La FIFA ne peut pas céder à ce genre de menaces. Si la FIFA commençait à céder à ce genre de menaces, elle serait l'otage permanent des conflits politiques. Or, justement, elle veut être plutôt un instrument de paix qu'un instrument d'affrontement. Et d'ailleurs, il serait bon que le secrétaire général de la FIFA, M. Infantino, peut-être vienne au Qatar, vienne en Arabie Saoudite, et pour montrer que le sport peut être un facteur de paix. On dit beaucoup, et c'est vrai d'ailleurs que le sport est un facteur de rapprochement entre les peuples. Comme la FIFA a confié l'organisation du Mondial 2022 au Qatar, la FIFA a des responsabilités. Et la FIFA pourrait essayer quand même de voir un peu... honnêtement, la FIFA ne peut pas céder à 4 ou 5 pays qui demandent le boycott. Et donc, la Coupe du Monde aura lieu au Qatar. Mais il faut aller plus loin que cela. Monsieur Infantino pourrait aller voir les pays qui ont décidé du blocus pour essayer de les amener à une solution au nom du football mondial. À long terme, qui va gagner et qui va perdre de cette crise? À long terme, si la crise demeure, tout le monde perdra. Le Qatar perdra parce que même s'il y a des substituts au blocus, ils sont plus coûteux, ils sont plus gênants. Mais l'Arabie Saoudite perdra également parce qu'elle se prive de marché, elle n'arrange pas son image en faisant cela. Parce que c'est elle qui a décidé de blocus, c'est pas le Qatar. Donc le Qatar apparaît comme la victime dans cette affaire.
Donc l'Arabie saoudite également perdra. À long terme, si rien n'est résolu, il n'y aura pas un vainqueur et un vaincu. Il n'y aura que des vaincus. Par contre, si on trouve une solution, une médiation diplomatique, il n'y aura que des vainqueurs. Le rétablissement de bonnes relations dans la région sera positif pour tous les pays. Mais en l'état actuel, il n'y a pas un pays qui va gagner, un pays qui va perdre. Il n'y aura que des perdants. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de résoudre la crise. Dans son conférence de presse qui s'est déroulée au Maroc, le président français a annoncé qu'il va faire une tournée à 3 pays, l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Il va essayer de trouver une solution à la crise. Est-ce que vous pouvez dire qu'il va tracer une nouvelle politique dans la région et que la France doit jouer un rôle dans la solution de la crise? La France ne peut pas elle seule résoudre la crise, mais elle peut jouer son rôle. Et on voit que le président Macron, qui vient d'entrer en fonction, a déjà un rôle international important. Et dans la mesure où la France a des relations bonnes avec le Qatar, bien sûr, mais également avec les Saoudiens et avec les Émiratis, si la France peut jouer ce rôle de go-between, d'essayer de dire que, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que des perdants. Dire aux Émiratis et aux Saoudiens qu'à long terme, ils sont perdants eux aussi. Ce ne seraient pas eux les gagnants et le Qatar le perdant. Eux aussi seront perdants. Et donc, si le président Macron peut jouer ce rôle-là, eh bien, ça sera très utile. On a vu d'ailleurs, aussi bien dans la relation avec Trump qu'avec Poutine, qu'il voulait avoir une politique internationale plus active. Au cours de la campagne électorale, il s'est référé plusieurs fois au gaulo-mitterrandisme, à la politique de De Gaulle et de Mitterrand, qui était très respectée dans la région. Et donc, finalement, s'il faisait cette tournée dans ces 3 pays, ça serait une excellente chose parce que il pourrait, en faisant les 3 pays en même temps, être un intermédiaire et non pas être celui qui joue pour l'un contre l'autre. Comment vous voyez l'avenir de cette crise? Brièvement, s'il vous plaît. L'avenir de la crise? Oui, comment? L'avenir à court terme, il faut trouver une solution parce que, une fois encore, disons qu'il faut que, dans toute crise diplomatique, il faut que chacun puisse sortir la tête haute, que aucun pays soit humilié. Et donc, il faut que les pays qui ont mis en place l'embargo, le blocus, le lèvent sans être humiliés en disant qu'ils ont trouvé une solution. Mais et il faut effectivement que ce blocus cesse parce que le blocus est en plus un moyen d'un autre âge dans les relations internationales. C'est un moyen plutôt des siècles passés qu'un moyen du XXIe siècle. Et donc, en termes d'image, ce n'est pas très bon pour le pays qui le prononce. Et l'image, comme vous le savez, est extrêmement importante dans même la définition même de la puissance d'un pays. Boniface, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. On aimerait, Inch'Allah, de revoir une autre fois.